Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Kick Parade numéro 78. Salut Swan. Non, 79 Salut Arnaud. d'ailleurs. 79. Ouais, 79. Et pour le numéro 100, il va falloir faire gagner un beau cadeau, hein. Il faut qu'on se débrouille, il faut fasse gagner un pledge, un truc comme ça. ouais, on va y réfléchir, on a Ouais, tout l'été pour y faut qu'on y penser. travaille là. Et puis, il faut que tu nous prépares l'interview pour Youssef Bah Fari, oui, mm, tout à fait. qui nous a Donc gentiment répondu dans les commentaires qu'il était OK pour une interview. Donc on va la faire. Et donc comme c'était l'idée de Swan, il va le faire comme un grand. Moi je vais monter, hein, voilà. Je vais te faire une belle interview, plein d'illustrations. Enfin, faudra lui demander. On va ouais, faire un beau truc. Et puis en plus, dans les commentaires, il y a plein de viewers qui veulent voir cette interview. Donc il va falloir la faire. tout à fait. Donc voilà, on va avoir un été bien rempli. Ouais, carrément. Allez, on passe aux 10 premiers de la semaine sur les sites participatifs. Alors, en 10e position, nous avons Snap Ships Tactics. C'est un jeu dont nous avons déjà parlé. C'est un jeu de dogfight spatial dans lequel vous allez construire vous-même votre vaisseau selon la configuration que vous avez choisie grâce à des cartes. Et chaque carte a un petit module qui existe en physique, tel un Lego, que vous allez monter sur votre vaisseau. Donc on pourra voir sur votre vaisseau comment vous avez monté votre liste d'armement, d'upgrade, enfin un peu comme X-Wing, quoi. Sauf que là, on voit vraiment la pièce qui est sur le vaisseau. Il en est à 167 000 euros, 847 contributeurs. Très sincèrement, je pensais pas qu'il allait autant marcher, entre guillemets, parce que je trouve que c'est un jeu assez lourd en termes de préparation, parce qu'il faut construire son vaisseau à chaque fois qu'on le modifie, en fait. Par contre, je trouve l'idée excellente. Voilà, mais pour moi, c'était vraiment un truc de geek enveloppé dans du nerd, entouré dans une niche, tu vois ce que je veux dire? Mm. Et finalement, bah écoute, il a trouvé sa place dans le top 10, bon, qui est un top 10 un petit peu plus mou parce qu'on en était, mais quand même. Oui, le seul petit regret qu'on a, c'est de ne pas proposer derrière des mécaniques de gameplay qui soient vraiment innovantes. C'est-à-dire que, hormis effectivement l'aspect cosmétique, comme tu le disais la semaine dernière, on est quand même assez proche de ce qui se fait dans le genre. Après, c'est déjà une idée, hein, mais c'est vrai que il manque cette petite saveur, voilà, jeu de plateau supplémentaire. C'est vrai. Neuvième place, c'est Batman The Arkham Asylum Files. Bon, qui a toujours du mal, hein. On en a très longuement parlé la semaine dernière, donc si vous voulez un peu connaître notre analyse sur le jeu et pourquoi ça marche pas super bien, je vous invite à voir le Kick Parade 78 du coup. Il en est à 254 000 euros, 889 contributeurs, c'est la toute dernière semaine. Bon, moi je suis pas sûr qu'ils vont arriver à produire un tel jeu avec l'argent ou alors ils vont le faire à perte. Je sais pas comment ils vont se débrouiller, mais ça me paraît très juste. Voilà. Oui, j'avoue que je comprends toujours pas que il se soit pas dit peut-être de stopper la campagne maintenant pour C'est vrai, revenir après. mais ils l'ont déjà Parce annulé qu'effectivement, une fois, donc est-ce que annuler deux fois, ça condamne pas un petit peu le projet, quoi? après, malheureusement, voilà, il y a des projets, comme on le disait la semaine dernière, il est peut-être arrivé au mauvais moment. Oh, très certainement, oui. Ouais. Ça c'est sûr, il y a un problème de timing. Huitième place, on va sur GameFound et c'est Amun-Re 20th Anniversary Edition, donc l'édition 20e anniversaire de Amun-Re, donc jeu de placement dans l'Égypte antique, thème très cher aux jeux de plateau, surtout aux jeux de placement d'ouvriers. Et là, ça a été entièrement repensé, non pas repensé, redesigné par notre compatriote Vincent Dutray. Je dis pas redesigné parce que les règles sont sensiblement les mêmes. Il y a quelques petites modifications. Je sais qu'ils ont ajouté quelques petites extensions, notamment via des figurines, des statues de dieux et de déesses égyptiennes. Mais grosso modo, ça reste quasiment le même jeu qu'à l'époque. Donc là, c'est pour les fans qui veulent un peu recostumiser leur ancienne édition au coin corné qui est sur leur étagère. Il en est à 76 000 euros et il a passé les 1000 contributeurs cette semaine. Et il reste une dizaine de jours. Donc voilà, c'est plutôt bonne opération pour l'éditeur. Oui, de toute façon, on sent qu'aujourd'hui, il y a vraiment cette volonté de, voilà, de dépoussiérer d'anciens jeux. On a un peu l'impression que, de manière générale, les ludovores commencent à accepter en fait une certaine forme de, on va dire, de pérennité dans le jeu de plateau, et ils ont envie de voir des jeux qui ont fonctionné par le passé poursuivre l'aventure, ne pas devenir des trophées rares
détenu par quelques aficionados. Donc moi je trouve ça toujours bien en fait de faire ressortir des jeux pour que voilà, ils ne sombrent pas dans l'oubli. Et puis voilà, si en plus on peut corriger derrière l'ancienne version avec quelques petites nouvelles mécaniques, peut-être quelques réajustements, moi je trouve que ça reste une opération intéressante. Après, est-ce que ce genre d'opérations ont vraiment leur place sur du financement participatif? Parce que de fait, ils vont quand même être relativement coincés dans ce qu'ils vont pouvoir se permettre de proposer. C'est une autre question. Et après les reprises dans la chanson, les remakes au cinéma, voici je sais pas comment on peut, les reprints, voilà, le mot officiel est lancé, le reprint. Dans le jeu de plateau. On passe à la 7ème place. Alors la 7ème place, c'est une entrée, c'est Isle of Trains, All Aboard. Donc c'est un jeu de train, comme son titre l'indique. Donc c'est un peu comme l'Égypte antique, hein. C'est aussi une thématique qui est très présente dans le jeu de plateau. C'est même quasiment un sous-genre du jeu de plateau, hein. Le jeu de train, ça a vraiment ses fans. Et donc là, il y a un jeu de train qui sort, qui, je sais pas ton avis, mais ça a l'air moins geek hermétique que beaucoup de jeux de train, qui sont vraiment vachement dans la gestion au millimètre. Là, j'ai l'impression qu'on s'adresse à plus à un grand public. Et vous êtes sur une île, donc l'île des trains, et vous allez devoir transporter des passagers et des marchandises de gare en gare. Vous pouvez évidemment customiser votre locomotive, vos wagons. Tout ce transport va vous rapporter de l'argent. Vous pouvez réinvestir dans votre compagnie. Vous avez une petite carte promo, je trouvais ça rigolo. Si vous baquez sur Kickstarter, vous avez les petits meeples là qui sont un petit peu customisés. Puis vous avez une locomotive, je sais plus comment il appelle, Time Machine Locomotive ou un truc comme ça. Oui, c'est ça, référence à Retour vers le futur 3. Voilà, Retour vers le futur 3, ouais. Et donc ça, je trouvais que c'était plutôt rigolo. Et ça va être implémenté en France par Boom Games, Bad Boom Games, c'est ça, hein? C'est ça. Donc il va y avoir une traduction, une VF pour ce petit jeu qui a l'air entre grand public et initié, on va dire, mais on n'est pas dans le jeu expert de train, hein. Non, et d'ailleurs on le sent parce qu'en fait, hormis la thématique du train, finalement on est sur un gameplay qui se diffère un peu de ce sous-genre dont tu parlais tout à l'heure, où là on est vraiment sur de la gestion de pause de rail, d'optimisation de trajet, etc. Là on a en fait les terrains, ils existent déjà, en fait les lignes de chemin de fer existent. Alors il peut y avoir quelques différences parce que c'est un plateau qui est légèrement modulable, mais en fait là on va beaucoup plus jouer le côté optimiser les trajets pour aller déposer des conducteurs, des passagers, plus customiser son train pour pouvoir en supporter plus de passagers, ou alors aller plus vite, etc., dépenser moins de carburant, etc. Donc on est sur finalement une mécanique qui peut être assez différente et d'ailleurs qui était finalement assez peu exploitée, et je trouve que c'est une bonne idée en fait de partir là-dessus. Je trouve que voilà, on est sur du jeu accessible sans être pour autant complètement réservé à un public familial. On sent qu'il y a des stratégies qui peuvent se mettre en place, que le jeu va être quand même relativement complet. Tout ça dans une boîte qui est pas très grosse et pas très chère en plus. Oui, c'est très abordable comme jeu. Et vous pouvez l'essayer sur Tabletop Simulator, hein, d'ailleurs, si vous voulez tester avant de backer. Il y aura une VF, donc il y a toujours plus de gens qui sont intéressés quand il y a de la VF. On passe à la 6ème position, c'est Drop Bears qui a perdu une place. Donc le jeu de survie en Australie, avec des personnages perdus dans le bush, qui vont se faire courser par des koalas particulièrement voraces et méchants et agressifs. Donc voilà, donc il en est ce jeu à 89 000 €, 1383 contributeurs, ce sont les tout derniers jours, ça s'arrête ce week-end. Donc si vous voulez backer Drop Bears, donc le survival australien contre koala méchant, et ben il vous reste que quelques jours. Sachant que ils viennent de débloquer aussi l'ornithorynque maléfique. Ah, on en avait pas la semaine dernière, il n'y avait que la silhouette, t'avais deviné que c'était un ornithorynque. Voilà, et là c'est bon, on a le reveal de son design. Bon, on est sur la même thématique, c'est plutôt rigolo. De toute façon, le thème est plutôt amusant. Ouais, ça a l'air d'être assez fun. 5ème place, c'est The Grand Carnival qui était rentré la semaine dernière. Il gagne une place cette semaine. Donc extension et réédition du jeu Grand Carnival, dans lequel il va falloir construire sa fête foraine. On en avait pas mal parlé la semaine dernière. On avait trouvé le design, la direction artistique était un petit peu moyenne, on va dire, et du coup ça nuisait pas mal au projet général. Mais bon, en tout cas il marche, il en est à 58 000 €, 1453 contributeurs, et ça s'arrête en début de semaine prochaine. Pour moi, on est un peu sur l'antithèse de ce que pouvait être proposé Amon Re en termes d'idéologie quant à la ressortie d'un nouveau jeu. C'est-à-dire que là on est sur un jeu qui
existait, qui est proposé avec de nouvelles mécaniques, une petite extension, etc. Mais il n'y a pas du tout ce retravail du design, enfin un tout petit peu, mais en vrai c'est juste un peu plus de détails, alors que je trouve que le jeu faisait déjà vieillot à l'origine. Je trouve que c'est typiquement, tout en gardant ce côté naïf, là n'est pas la question, mais je pense qu'il y avait peut-être un petit peu plus de travail à fournir d'un point de vue esthétique. Après, l'esthétique, c'est pas ce qui est le plus important, le plus important c'est que le jeu tourne, et je pense que le jeu tourne très bien, parce qu'on a vu que les gens ont répondu présents sur ce projet très rapidement en fait. Oui, Ça n'évolue pas tant que ça ces dernières semaines. Non, mais les fans ont répondu à l'appel. Ouais. C'est ça, et dès les premiers jours. Allez, on passe à la 4e position. Eh bien, c'est Colossus, le jeu de Youssef Fary. 52 942 € pour être exact. À l'heure où nous enregistrons cette émission, 1677 contributeurs. Alors, je n'ai pas, j'y pense maintenant, mais je ne l'ai pas fait, comparer les contributeurs des autres jeux de Youssef Fary. Je ne sais pas si ça fait partie, si c'est son record ou pas. Moi, de mémoire, c'est quand même beaucoup de contributeurs. J'ai l'impression que celui-là a particulièrement cartonné. Et ça s'arrête en début de semaine. Voilà, c'est sur ces derniers jours. En tout cas, voilà. Donc, je pense qu'il va pas tarder à en faire d'autres. Il va enchaîner. Je pense qu'il va enchaîner. Après, c'est toujours un peu difficile de savoir dans ce genre de projet, puisque il y a aussi des gens qui utilisent ce genre de projet pour récupérer du reprint d'anciens jeux. Oui. Et d'ailleurs, c'est assez hallucinant, parce qu'on voit notamment The Road, qui est, le jeu a été demandé, le stock restant a été épuisé en quelques jours. Ouais, The Road est un jeu qui reste et qui est proposé à chaque fois dans les nouvelles campagnes de Youssef. Et donc, c'est pas un hasard, c'est parce qu'il y a une grosse demande sur The Road, et je suis bien content de l'avoir dans sa première édition. Ouais. Sachant que en plus de cela, j'ai oublié d'en parler la semaine dernière parce que je retrouve assez intéressant, c'est que son précédent projet, The Spirit of Eden, va pouvoir être combiné à ce jeu-là pour proposer apparemment une toute autre expérience. Il y a un peu de mystère qui plane là-dessus, mais voilà, si vous possédez ce jeu, vous pouvez aussi acheter Comboter avec ce Spirit of Eden et comboter les deux jeux pour en créer un nouveau avec des mécaniques qui lui seront propres, et je trouve que ça c'est une très bonne idée. Ouais, grave. Avant de passer aux 3 premiers, nous allons faire un petit tour sur les nouveautés de la semaine. N'oubliez pas de mettre un pouce si cette émission vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner au Troll Savant, d'activer la cloche si vous voulez être prévenu quand il y a des nouvelles vidéos. J'en profite aussi, puisque c'est l'été, on est détendu, que c'est la rentrée dans 2 mois, donc une nouvelle année, pour faire un petit appel à vous, les viewers, pour collaborer avec la chaîne Le Troll Savant, si ça vous intéresse. Le meilleur exemple étant notre ami Lilian qui fait les émissions sur Marvel Champions, qui s'appelle Marvel Champion. C'était un viewer, pareil, puis il nous a contacté et voilà, il n'avait pas envie de se casser la tête à créer une chaîne YouTube, de gérer tout ça. Donc il nous envoie ses vidéos, on fait le reste, et comme ça on collabore tranquillement et chacun fait sa part du travail. Donc si ça vous intéresse aussi, vous voulez, ça vous intéresse de faire des petites vidéos sur un jeu que vous adorez, vous voulez faire partager votre expérience ou vos analyses, mais que vous n'avez pas forcément envie de créer votre chaîne YouTube, de gérer ça, ou même le montage, on peut aussi vous aider sur le montage. Voilà, vous voulez faire un travail mesuré parce que vous n'avez pas beaucoup de temps ou vous avez des connaissances limitées dans ce milieu, contactez-nous. Nous, on est toujours prêts à avoir de nouvelles collaborations. Voilà, c'est une chaîne plutôt collective, le Troll Savant, contrairement à beaucoup de chaînes YouTube qui sont un petit peu centrées sur la personnalité, on va dire, du YouTuber. Nous, on a choisi notre approche. On a choisi plutôt une approche collective. Voilà. Bon. Donc, si vous avez des idées, si vous voulez faire des choses avec nous, n'hésitez pas à nous contacter et on examinera vos propositions, bien entendu. Voilà, on passe aux nouveautés de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a choisi? Tiens, je vais te laisser commencer par un jeu français sur Kickstarter. Avec des dragons. J'ai un 10. Oui, tout à fait. Un 10, tout à fait. Non, je vais vous parler de Towers and Dragons. Donc, c'est un jeu de combo 2D et de placement d'ouvriers. C'est un jeu plutôt familial pour 1 à 5 joueurs. La particularité de ce jeu, c'est que vous imaginez le monde de Donjons et Dragons, sauf qu'au lieu de jouer l'un des aventuriers, vous allez plutôt jouer le tenancier de la taverne qui va devoir se faire sa réputation et, si possible, engager les bonnes personnes pour oxyre le dragon qui est en train de mettre à mal la région dans laquelle vous jouez. Donc voilà, vous allez commencer, jeter vos dés, aller vous placer sur le plateau. Il y a différentes actions qui sont possibles, qui sont accessibles. Ça peut être créer des menus, aller recruter des aventuriers, essayer d'aller visiter des endroits un peu obscurs ou aller vous la mettre avec un dragon. Je trouve que l'idée est plutôt sympa parce que
que je trouve que le plateau est joli, les différentes manières de gagner sont plutôt sympas, le design et la direction artistique sont très très bien. Ça donne envie. Hein. Ça donne vraiment envie, je trouve qu'en plus... Vas-y, excuse-moi, je t'en prie. Non, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'aime bien cette idée de jeu avec plusieurs manières de jouer, se focaliser peut-être plus sur le côté purement aubergiste, et puis essayer de gagner de cette manière-là, ou alors se dire, bah non, ce que je vais aller faire, c'est absolument aller me mettre à combattre les dragons qui vont apparaître. Donc voilà, je trouve que le principe de base fonctionne plutôt bien. Après, la petite inquiétude qui se pose toujours par rapport à ce genre de jeu, c'est est-ce que les différentes approches sont bien calibrées de façon à ce qu'il n'y en ait pas une qui prenne le dessus sur les autres. Ça, seuls les joueurs pourront y répondre. Mais voilà, en tout cas, très joli projet. Voilà, je voulais juste ajouter qu'en parlant de direction artistique, c'est vrai qu'en France, on est réputé pour ça. C'est vrai que souvent, les jeux français ont une très belle direction artistique. Bah, j'ai envie de dire, ça fait partie d'une tradition. Hein. C'est pas tombé du ciel, c'est parce qu'on a parmi les meilleures écoles du monde. Faut le savoir, hein, qu'on a une tradition de cinéma d'animation, qu'on a des animateurs, des concept artistes d'effets spéciaux qui travaillent partout sur la planète. Hein. Voilà, donc ça fait partie on va dire des points forts, hein, des artistes français, c'est la direction artistique. Ils sont assez forts là-dedans. On est assez réputé là-dedans. Et donc ça se retrouve dans le jeu de plateau par des manières un peu transversales. Moi, je vais enchaîner sur Hijacked, donc un jeu de négociateur qui se passe en 2050, qui a une VF. Alors, je n'ai toujours pas compris pourquoi ça se passe en 2050. Donc en fait, vous êtes des négociateurs qui allaient tenter de libérer des otages dans un avion sur le tarmac d'un aéroport. Mais par contre, je n'ai pas compris pourquoi ils ont choisi de faire ça en 2050. Donc il y a un aspect un petit peu futuriste dans le design. Par exemple, il y a un passager robot, il y a des petits gadgets un peu high-tech, futuriste, science-fiction, mais je ne comprends pas trop ce que ça vient faire avec la thématique. En fait. C'est assez mystérieux. Donc vous allez essayer de négocier. Hein, je pense que la thématique, elle est surtout là pour appuyer le design. Bah c'est ça, oui. Voilà, c'est purement esthétique. C'est ça. Mais tu vois, en termes de gameplay, je vois pas pourquoi ça se rend plus en 2050 qu'en 1990 ou en 2022, je ne sais pas. Et vous allez avoir les SWAT ou le GIGN qui va avancer petit à petit et donc il va falloir négocier avant qu'ils interviennent, évidemment, hein, puisque le temps est compté en fait. C'est un peu une course pour libérer les otages. Donc l'idée est plutôt rigolote. Le plateau il fait un peu fouillis. Voilà, je pense qu'il y a des choses à revoir dans le design du jeu. Des fois c'est un peu cheapos et puis les illustrations des personnages sont un peu cartoon, mais c'est plutôt pas mal. Mais côté de ça, le plateau est un peu, des fois ça fait un peu vieillot, surtout cette ligne où avance la SWAT, là ça fait un petit peu désuet quoi. Enfin il y a des trucs un peu désuets quoi dans ce jeu, donc voilà, bon, faut voir ce que ça donne au niveau du gameplay, mais enfin en tout cas ça existe, mais je trouve que la thématique est plutôt rigolote et ça s'appelle Hijacked. Et il y a une VF. Est-ce que tu veux enchaîner ou j'enchaîne ? Je peux enchaîner. Tu Moi, peux je enchaîner. peux toujours sur Kickstarter de Leviathan's Wild. Donc, vous allez incarner des différents héros avec des capacités qui leur sont propres. Et l'idée, c'est que vous allez devoir œuvrer dans un donjon, mais ce donjon est symbolisé en fait par un titan que vous allez devoir explorer. Il y a des parties qui vont pouvoir être détruites pour créer de nouveaux chemins, etc. Et l'objectif, c'est de parvenir jusqu'au sommet afin de pouvoir le détruire. Donc, il va y avoir plusieurs titans dans un livret, comme ça se fait énormément aujourd'hui, ce qu'on peut avoir dans Histoire de Pluche ou dans Nier Unfar, etc. Donc ça propose différents... C'est un peu narratif quand même. Ouais, il y a un petit peu de... Il y a un petit aspect narratif, il y a évidemment énormément d'hommages aux jeux vidéo Shadow of the Colossus, et puis il y a pas mal de choses, il y a le côté des localisations des dégâts, avec des dégâts de zone, il va falloir que vous sortiez des zones, etc. Donc il va y avoir tout un côté exploration, mais sur la carcasse d'une créature, et je trouve ça plutôt bienvenu, avec en plus certaines parties qui peuvent être remplacées par des cartes, de façon à pouvoir vraiment symboliser la manière dont le terrain dans lequel vous progressez évolue. Moi je trouve que c'est toujours intéressant parce que c'est quelque chose, je pense, qui est très difficile à retranscrire dans un jeu, c'est les échelles. Ce qui est beaucoup plus facile quelque part dans le jeu vidéo, mais les échelles, le gigantisme dans le jeu de plateau et même dans le jeu de figurines, parce que forcément tu peux pas forcément faire des figurines de 70 cm de hauteur, tu vois. Des fois ça arrive, hein, chez Games Workshop il y a des figurines, surtout justement des titans, je crois des gros robots, qui sont énormes, mais c'est toujours une difficulté quoi. Et donc c'est toujours intéressant de voir comment les auteurs et les artistes approchent ces différentes échelles dans le jeu de plateau. Et puis ça rappelle un peu Colossus, hein, justement, du coup. Tout à fait. Ouais. Allez, moi je vous parle de Death Throne Second Edition, donc la seconde édition de Death Throne. Pareil, il y a une VF, hein, et pas mal de VF dans les jeux cette semaine. Donc là, on est dans du jeu d'exploration bac à sable. Vous allez
aller bien explorer un monde fantastique. Je crois qu'il faut récupérer des gemmes, il me semble. Il y a plusieurs sortes de jeux. Il y a un coopératif, il y a compétitif, et puis il y a du solo. Donc ça fait, mine de rien, ça offre pas mal, un beau panel dans les modes de jeu. La carte également, ce sont des tuiles, donc vous pouvez créer votre propre scénario. Donc il y a des scénarios qui sont préécrits, mais je crois qu'il y a dans les règles moyen de créer vos propres scénarios. Beaucoup de cartes, évidemment. Et puis cette seconde édition, elle a été un petit peu remise au goût du jour au niveau du rangement. Ils ont fait des efforts sur les rangements de cartes, notamment les rangements de tokens. Il y a aussi des nouveaux sorts, il y a des petites mécaniques qui changent, il y a des choses en plus. Moi je trouve pas ça très beau, mais bon, le jeu a eu du succès et donc font une seconde édition. Je trouve que les dessins font assez amateur, je trouve, mais bon. Je pense que c'est d'ailleurs là où le bas blesse. Je pense qu'avec un meilleur design, je pense que, sans parler vraiment de franc succès, mais je pense qu'on serait sûrement bien plus élevé en nombre de backers. Il y a vraiment un problème d'esthétique. Rebute, parce qu'effectivement on est entre l'ombre de Killforce et Mage Knight, et moi je trouve que sur les mécaniques c'est super intéressant. Mais oui, là le jeu il méritait d'être travaillé peut-être un peu plus. En tout cas, vous pouvez l'essayer sur Tabletop Simulator si ça vous intéresse. J'enchaîne ou tu enchaînes? Eh bien moi je n'en ai plus. Ah, tu n'en as plus, t'es à sec. Et ben moi j'en ai encore un. J'ai Monster Hunter International qui est arrivé il y a pas longtemps, mercredi soir. Donc c'est le nouveau jeu de Everything Epic, et Everything Epic, je leur serai toujours reconnaissant parce que c'est eux qui ont adapté le film culte de John Carpenter, Big Trouble in Little China, alias les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, film génial de 1985 ou 86, je ne sais plus, et c'est juste l'une des meilleures adaptations de films en jeu de plateau. C'est juste un jeu incroyable qui vaut très très cher maintenant parce qu'il est out of print. On parlait de la spéculation des jeux d'occasion, alors celui-là tu peux le trouver à 250 ou 300 balles, la version non de luxe, la version classique. Donc la version de luxe, je t'explique même pas, et ça tombe bien, c'est celle que j'ai, mais n'insistez pas, je ne la revendrai jamais. Et donc voilà, et ils avaient fait ce jeu d'espionnage qui avait l'air vachement cool, qui s'appelait Agent of Smirch. Est-ce que tu te rappelles de ça? C'est une espèce de gros jeu d'espionnage un peu la James Bond bac à sable, qui avait l'air vachement intéressant. C'est pas très compliqué, hein. C'est un jeu d'affrontement, un peu à la Unmatched finalement, avec figurines. D'un côté, soit vous incarnez les chasseurs de monstres, ou soit vous incarnez les monstres et vous tapez joyeusement sur la figure sur des plateaux. Donc le concept est assez simple, mais alors je voulais souligner le super travail sur les figurines, parce que je les trouve carrément mortels, parce qu'il y a que du socle texturé, il y a toujours un petit truc qui est ajouté. Par exemple, il y a un démon là qui écrase une bagnole, il y a des petits vers qui passent derrière, il y a des mecs sur des espèces de marches de temple. Enfin, il y a vraiment des belles figurines, quoi. Non seulement dans les poses, mais tout le décorum de la figurine, il y a vraiment des trucs chouettes, quoi. C'est bien cool. Il y a un mec qui essaye de retirer une porte avec une tête de loup-garou derrière. Donc je trouve que c'est vraiment très créatif au niveau des figurines. Maintenant le jeu, faut voir ce qu'il vaut, hein. C'est du jeu d'affrontement, je vous dis, à la All-Mat. Et voilà, donc c'est Everything Epic, donc on leur fait assez confiance parce qu'en général ils font des trucs assez chouettes. Ça s'appelle Monster Hunter. Et ça en est à 809 contributeurs, donc il y a peut-être des chances qu'on le retrouve dans le top 10 de la semaine prochaine. Et ben voilà, on a fait le tour des nouveautés avant qu'on voulait souligner. On se retrouve pour le top 3 de la semaine. Alors en troisième position, c'est une entrée. Ça s'appelle Moon. Non, ce n'est pas le film du fils de David Bowie là, avec Sam Rockwell. C'est un jeu qui tourne autour de la colonisation de la Lune. C'est un jeu principalement de cartes, de ressources, de poses de cartes, dans lequel vous allez essayer de construire petit à petit des habitats sur la Lune, des équipements pour créer de l'énergie, des équipements pour prendre des ressources, améliorer vos transports. Vous allez devoir prendre votre petit rover pour aller chercher des équipements, des ressources dans d'autres camps autour de la Lune. Et tout cela, c'est fait par ceux qui avaient fait Villagers, qui avait été un gros carton sur Kickstarter, hein, je te rappelle. Hein. Et puis ça reste un jeu en plus qui est fortement apprécié. D'ailleurs, il fait partie d'une trilogie de jeux, hein, parce que juste après, ils avaient fait Street. Donc voilà, les 3 jeux sont faits pour aller ensemble. D'ailleurs, le packaging est fait pour que sur votre super étagère, cela soit du plus bel effet. Ouais, mais c'est super beau. Hein. Franchement, il n'y a rien. Il n'y a pas une faute de goût. Hein. Non, on est sur à peu près d'ailleurs des mécaniques de gameplay qui se ressemblent, mais qui ne vont pas forcément aboutir à la même finalité, puisque en fait vos objectifs vont être légèrement différents. Moi je trouve que c'est un très très beau projet, d'ailleurs on sent que beaucoup de gens l'attendaient. 192 000 €, 3669 contributeurs. Hein.
On est sur un vrai succès. Après, je trouve que le prix d'accès du jeu est peut-être un poil cher pour ce qu'il propose. Ah, je pense que c'est de la quali aussi. Après, je pense, effectivement. Ouais, Mais ça a l'air. peut-être Tu vois, que les ça cartes, elles ont manque. l'air bien épaisses. Les jetons en bois, ils ont l'air beaux. La boîte, Mais elle est voilà, ça super manque belle. peut-être une version peut-être un poil Un peu plus plus light, un accessible. peu moins cher. Ouais. Voilà. Mais bon, après, voilà, ça reste un sans faute. Allez, on passe à la deuxième position, c'est Company of Heroes. Vous avez été pas mal de gens à nous dire dans les commentaires que ça vous branchait, que vous connaissiez, que vous étiez fan. Et là, ça se ressent dans les chiffres. 890 000 €, 4 543 contributeurs, il reste 5 jours. Et c'est vraiment un énorme succès pour un jeu de figurines en plus, qui sont toujours des jeux, on va dire, un peu plus niche, un peu moins, un peu plus hermétique, parce qu'il faut de la place pour stocker à la maison, c'est des règles toujours un peu plus, on va dire, un peu plus fournies que les jeux de société. Donc c'est vraiment un succès, alors je vais pas dire étonnant, parce que tu avais expliqué la semaine dernière que c'était tiré d'un jeu vidéo très connu, mais voilà, moi je reste quand même assez épaté par le chiffre de ce Company of Heroes. Si vous avez un salaire à mettre dans un jeu, je pense que vous vous retrouvez quand même avec un jeu d'une extrême qualité. Ah bah là tu joues pour... T'as 10 ans de jeu là. Ah oui, clairement. C'est un investissement. Clairement. Enfin, 10 ans, non, vous avez jusqu'à la fin de l'année pour Company of Heroes 3 qui mais bon. Non mais c'est ça qui est bien avec les jeux de figurines, c'est que ça coûte cher, c'est un investissement, mais après tu joues, t'en as pour la vie après. Et enfin, première position, bon, on va faire de suspense, elle n'a pas changé, c'est Dice Throne Santa vs Krampus, 639 000 €, 9155 contributeurs, et ça s'arrête fin de semaine, là. Donc on le retrouvera pas la semaine prochaine. Campagne hyper courte qui a frappé très fort. Ils étaient sûrs de leurs résultats. Ils n'ont pas pris beaucoup de risques. Dice Throne, ça a vraiment le vent en poupe. Et ils ont pris une thématique. Voilà, ils étaient sûrs de faire quelque chose. Tu vois, tu fais Santa Claus contre Krampus. T'es sûr que ça attire le chaland ou le fan. Parce qu'en plus, il y a des petites exclusivités Kickstarter dans le truc. Donc voilà, donc 639 000 €. Je pense que Dice Throne va encore rouler longtemps. Surtout qu'en boutique, ça cartonne aussi. C'est sorti en boutique en France via Lucky Dog Game, qui s'est très bien occupé de l'édition et qui est en train d'essayer de monter des tournois. Donc ce qui veut dire que le jeu a bien pris. Donc voilà, donc je pense qu'on va avoir du Dice of Throne régulièrement dans Kick Parade désormais. Voilà. Oui, on sent que c'est la nouvelle grosse licence à suivre. Là, on voit certains mastodontes qui ont tendance un petit peu à s'essouffler. Ben voilà, à côté de ça, il y a 2 nouvelles licences qui commencent à arriver et je pense que Dice Throne en fait partie. Et il faut que je l'essaye du coup. Je l'ai pas encore essayé ce jeu. Mais ça a l'air rigolo. Et bien voilà, on a fait le tour des jeux qui comptent cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Merci Swan. Évidemment. Merci Erwan, merci à toutes et à tous. Réussi à enregistrer cette émission sous une chaleur écrasante. Tout à fait. Maintenant on va s'évanouir. Allez, à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.